Comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Voyons les détails. Eh bien, voyons ce qui se passe en Iran, ce qui se passe aussi dans ce conflit, comment il s'étend au Yémen, et maintenant officiellement, le Yémen entre en guerre. Et donc le fait est que la situation est déjà en train de s'aggraver à d'autres niveaux. Passons aux détails. Merci beaucoup de mettre un like si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez un like, partagez, abonnez-vous, vous savez déjà quoi faire pour soutenir la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est de créer des communautés, de discuter et de converser. C'est ça l'important, du moins ici pour nous. Alors allons-y, passons aux détails, non? Que se passe-t-il dans le monde? Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'Astrid depuis tôt ce matin. Alors allons voir ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Allons droit au but. Regardez l'image suivante, ce sont les premières images qui ont circulé. L'attaque qui a eu lieu aujourd'hui, cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Déjà pour eux là-bas, donc en Iran, selon les rapports, des colonnes de fumée et des explosions ont eu lieu à Ispahan, au centre de l'Iran. Un sujet donc qui attire l'attention et qui, selon eux, concerne des cibles militaires, sans donner plus de détails. Ces attaques ont été menées conjointement par Israël et les États-Unis, ensemble. Un autre sujet qui attire également l'attention, eh bien, c'est ce mouvement qui serait en train de se produire. Cela, affirme-t-il, se passe en Irak, mais il s'agirait de forces pro-iraniennes. Non, ce n'est pas clair. Où vont-ils? Vont-ils faire demi-tour ou faire des courses? Mais ce qui attire l'attention, c'est que ceux-ci, alors qu'ils sont dans le sud de Bassora, exhibent les drapeaux de l'Irak. Et aussi, eh bien, des drapeaux qui montreraient le soutien à l'Iran, selon ce qui est reconnu, des drapeaux de l'Iran. Et puis, il y a aussi la question des drapeaux irakiens. N'est-ce pas, là nous voyons les drapeaux irakiens. Passons donc à d'autres sujets également importants de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, voilà le sujet, même si je n'arrive pas, du moins moi, à voir. Ici, nous faisons des suppositions, n'est-ce pas, mais nous ne le savons pas. Tous les pick-up Toyota ou Nissan attirent aussi mon attention. Pas celui-ci, et bon, eh bien, cela fait partie des mouvements qui se produisent dans cette partie du monde. Allons aussi dans les détails de Han. Ils ont été là-bas, ils publient par-ci par-là. Ce n'est pas pour que nous fassions attention, parce qu'ils ont publié. Ça, concernant Donald Trump, je ne vais même pas le mettre... Bon, voyons voir. Est-ce que c'est ça? Regardez, c'est quels médias? Pas ceux de RT, évidemment non. Russia Today a publié, eh bien, une prétendue acceptation de Donald Trump. Il dit qu'ils ont été attaqués, qu'il y a eu, eh bien, une attaque de missiles, 180 missiles ou quelque chose comme ça, contre le porte-avions. Je crois que c'est le Ford et tout ce sujet-là, non? Et donc beaucoup de médias l'ont cru et l'ont publié, même ici. Des médias du Mexique qui ont tendance à croire ce que publie RT, et bon, parce que, eh bien, c'est RT. Et ces médias, pour ce qu'ils font, c'est qu'ils disent la vérité plus ou moins pendant un certain temps, puis soudainement, ils te lâchent pour quelque chose. Un mensonge comme celui-ci, non. Où Donald Trump parle du sujet. Le Venezuela parle de quoi? Des hélicoptères et je ne sais pas quoi et je ne sais pas. Et soudain, il donne ces détails en disant que non, alors il y a le porte-avions, je ne sais pas quoi. Il coupe le passage, faisant croire qu'ils sont attaqués. Et bon, c'est un sujet sur lequel, immédiatement, le Pentagone va demander de quoi il parle. Non, de quoi il parle. Et en fait, ce que les médias ne font pas, c'est comprendre ce qui se passe, pas ce genre de médias. Ce qu'ils font généralement, c'est simplement répéter ce qu'un média de leur convenance dit, sans vérifier et sans même essayer de comprendre un peu le sujet, géographiquement parlant. Alors, pour commencer, l'USS Gerald Ford était de ce côté et l'Abraham Lincoln est de ce côté. C'est bien dit, donc c'était l'Abraham Lincoln, tu te dis, bon, il est plus proche de l'Iran. Cela aurait un certain sens et une logique de probabilité, même si ce serait compliqué qu'il soit attaqué, car il reste à un tas de grande distance. Mais dans le cas de l'USS Gerald Ford, tu l'as maintenant, c'est en ce moment. Tu as le Koweït, tu as la Jordanie, tu as Israël, c'est-à-dire tu as Chypre, la Turquie, tous ces pays qui seraient et sont avec des systèmes de défense actifs. Donc pour atteindre le porte-avions, imagine, mais tu dois passer par tous ces pays et ensuite arriver à l'USS Gerald Ford. C'est très compliqué, non ? Et en plus, selon le rapport, il parlait d'avions, non, je ne sais pas, avec autant d'avions qui ont volé et qui ont déjà attaqué le Portugal. Tu te demandes d'où ils sortent dans ce porte-avions. Même en Iran, on n'a pas vu les avions des Iraniens, même pas en Iran.
Ils vont passer au-dessus d'Israël, de la Jordanie, de Chypre et de tout le reste. Mais on n'analyse pas, on ne comprend pas, on laisse juste tomber la nouvelle d'où qu'elle vienne. Et c'est un sujet dangereux dans les informations, alors faites attention à ce genre de nouvelles. Mais bon, nous sommes là, nous sommes en direct, et nous allons parler de plusieurs sujets importants. Un message est donné dans les sous-titres, en parlant déjà du fait qu'ils sont impliqués dans la guerre. Oui, c'est une annonce officielle de leur entrée en guerre contre Israël. Évidemment, cela s'aligne avec lui. Bon, eh bien, allons-y, regardons ce qu'ils disent. Ici, nous voyons, c'est lui, Jassaré, Jassaré, Jassaré. Voyons ce que dit ce personnage. En lui, ils ont mené la première opération militaire. Cela a été réalisé avec une salve de missiles balistiques qui visait des sites militaires sensibles de l'ennemi israélien dans le sud de la Palestine occupée. Cette opération a coïncidé avec les actions héroïques menées par les frères combattants en Iran et Hezbollah au Liban. Eh bien, c'est ce qu'ils disent, qu'ils ont atteint leurs objectifs, pas celui-ci qui aurait été vers le sud d'Israël, pas l'attaque. Et donc, on en sait quelque chose à ce sujet. Oui, en fait, il y a déjà des images où l'on voit que la défense d'Israël aurait neutralisé la tentative de ces missiles d'entrer dans le pays. C'est-à-dire, Il n'y a eu aucun impact. Regardons, l'image serait celle-ci, écoutons. Là, ils sont dans le ciel, on entend les sirènes, merci. Au début, cette sirène, là, ils l'abattent et en abattent un autre. Il semble qu'il y avait 2 drones, et ils disent avoir atteint les objectifs, mais les objectifs étaient de faire des feux d'artifice dans le ciel. Ou alors, c'est quoi le délire ? Parce que bon, c'est ce qui a été rapporté, ils ont intercepté ces drones, ce ne sont pas des missiles. Ce ne sont pas des missiles, du moins ce que vous voyez ici. ici non, mais selon eux, s'ils lancent les missiles, Eh bien, passons aussi à d'autres détails de ce qui se passe dans le monde. Plusieurs sujets importants, ce qui se passe aussi du côté du Liban. Selon les rapports, Israël aurait éliminé 3 journalistes libanais dans le sud du Liban. Selon les rapports, au moins 3 journalistes des médias Al-Manar et Al-Mayedini ainsi qu'un caméraman auraient été touchés. De plus, une 4e victime a été tuée lors de l'attaque. mais précisément dans la région de Hassim, dans le sud du Liban. Et donc, selon les chaînes, les journalistes qui ont perdu la vie sont Ali Shaib, qui est reporter pour Al-Manar, une chaîne affiliée à Chita Hezbollah, et aussi Fatima Fatouni, qui est reporter de la chaîne. Également Dal-Mayedine, qui est aussi considéré comme proche du Hezbollah, et le caméraman Mohamed Fatouni, du même média. D'ailleurs, ce n'étaient pas les bons, eux ont perdu la vie, mais ils ont beaucoup circulé. Oui, disons, les soldats israéliens sont agressifs envers les journalistes, car ils ne sont pas les seuls touchés. Il y avait aussi un groupe de journalistes, il me semble, de CNN, qui sont également arrivés, et les soldats ont été plutôt agressifs avec eux, les militaires. Et bon, Al-Mayedine a indiqué, dans le cas de ceux qui ont perdu la vie, que c'est correspondant. Fatouni est décédé lors de l'attaque israélienne dirigée contre des groupes de journalistes. C'est ce que dit leur version. Eh bien, le fait est qu'il y a certains médias, comme Al-Mayedine, Mayadine, donc des médias qui, fondamentalement, ne sont pas des médias, ce sont de la propagande de groupes radicaux. C'est la réalité, dans le cas de CNN. Il me semble que c'est un peu ou même beaucoup plus grave, dans le sens où ce sont des reportages totalement partiaux. Cela n'a rien à voir avec la question du Liban, ni rien de tout cela. Est-ce qu'ils rapportent ce qui se passe là-bas en Cisjordanie ? Oui, dans la zone occupée, là où les Israéliens prennent des terres. Les colons, oui les colons, exactement. Parle-moi des colons. Et donc ils viennent rapporter ce qui se passe, ce qu'ils voient là-bas. Alors comment les Israéliens arrivent-ils ici ? Comment les colons arrivent-ils ? Et tout ça. Et donc pendant ce reportage, les médias arrivent et l'un se fait attraper par le cou, un autre se fait frapper. Oui, et donc au final je veux dire, ils ont rendu les téléphones portables. Parce que, eh bien, clairement, voici l'image où tout se passe, tout le reportage est fait, selon CNN elle-même. Une affaire qui, évidemment, attire l'attention. Il est dit que des soldats israéliens ont pointé leurs fusils sur des journalistes de CNN et ont ensuite étranglé l'un d'eux devant la caméra. Tout cela documenté. Bon, eh bien, s'ils l'attrapent par le cou, non ? Ou c'est un sujet ? La vidéo est là, sur Twitter et sur les réseaux. On n'a pas vraiment commenté ce sujet. Cela surtout parce qu'un homme de 75 ans, c'est-à-dire un Palestinien de Cisjordanie,
a été frappé. Et donc, il y a les images, il y a l'interview avec le monsieur. Donc c'est vraiment mauvais, honnêtement. Et ce sont des images que nous ne pouvons pas diffuser, pour commencer parce qu'elles appartiennent à un média et qu'on ne peut pas les diffuser. Mais évidemment, cette affaire attire l'attention. Oui, eh bien, ces derniers jours, les colons et les militaires ont été extrêmement agressifs envers la population palestinienne en Cisjordanie. C'est-à-dire, l'ambiance devient lourde, il y a une grande tension, voyons ce qui se passe en ce moment. En Ukraine aussi, également, eh bien, vous voyez, on signale aussi d'importants mouvements là-bas en Ukraine, où l'on affirme, eh bien, qu'il y a eu des explosions dans une usine. Cela concerne les fameux missiles Flamingo. Une usine d'explosifs russes a été attaquée avec ces missiles. Eh bien, ils s'en sont plutôt bien sortis du point de vue de la guerre, en ce qui concerne leur capacité à agir. Nous allons utiliser ces missiles à la place des Tomahawk ou d'autres missiles qu'ils auraient bien pu avoir, mais qu'ils n'ont pas en ce moment. Ils les fabriquent, ils les appellent Flamingo, parce qu'ils sont peints en rose. Eh bien, que s'est-il passé là-bas ? Eh bien, ce que rapportent les forces armées ukrainiennes, c'est qu'elles auraient attaqué l'usine Promistev, là-bas à Chapayev, dans la région de Samara, en Russie, avec les missiles FP. Flamingo et, bien, selon les militaires, l'attaque contre ces installations a été menée par ces unités de missiles et d'artillerie, l'artillerie des forces terrestres ukrainiennes, et la destruction des installations est confirmée, suivie d'une explosion dans la zone de production. Cet endroit qui a été attaqué était spécialisé dans la production de composants explosifs utilisés dans les munitions, y compris les bombes et les roquettes. Cette usine à elle seule produit plus de 30 000 tonnes d'explosifs de qualité militaire par an. En février, le 21 février de cette année 2026, une attaque aurait également été lancée contre des usines. Nous en avons parlé ici. Cela s'est produit dans une zone que j'ai sur Discord. Oui, non, ce n'est pas celle-ci, non, ce n'est pas oui. À Bortis, en Oudmourtie, où les noms sont vraiment étranges. Ils ont aussi signalé des explosions chez les Flamands, déjà utilisées plusieurs fois contre des infrastructures. Dans ce, disons, déploiement que la Russie a partout de ses usines, mais ce sont des usines qui, étant militaires, ne sont pas comme les installations des raffineries. Avec un petit drone, tu peux facilement frapper et affecter les raffineries car elles contiennent du carburant. Il n'y a pas de protection, rien, mais dans ces usines de missiles et d'armes, elles sont généralement protégées. Elles sont généralement préparées pour résister aux explosions. Certaines sont même, disons comme celle-ci, semi-enterrées, on va dire. Donc ce que j'ai observé, c'est que ces flamingos servent à cela. Ils sont faits donc pour pouvoir détruire même une base entière si nécessaire. Autrement dit, s'ils apportent bien plus de puissance, ils sont à part. Eh bien, des missiles beaucoup plus rapides ne sont pas produits aussi rapidement que des drones. Mais oui, bon, ils sont déjà en train d'être fabriqués en Ukraine. Aujourd'hui aussi, on signale une autre visite d'Eleski dans un autre pays arabe. Cette fois, il me semble que c'est Mira. Tous. Non, ils sont déjà allés au Qatar, aux Émirats, en Arabie Saoudite. Oui, qu'est-ce qui se passe de bien ? Ils sont déjà allés au Qatar. En gros, ils font la tournée pour voir comment ils peuvent soutenir et les aider dans cette guerre. D'accord. Grande, oui, bon, on écrit qu'elle mesure 1,70 mètres et cette personne est vraiment, vraiment grande. C'est-à-dire, il doit faire 1,90 mètres ou plus. Ce monsieur-là, regarde. Rien qu'avec celle qu'il utilise. Lui, c'est Tamim Ben Hamad Al-Thani qui est le président. Enfin, ce n'est pas le président, mais bon, c'est lui qui a dû accueillir Zelensky. Bon, il signe. Est-ce que Zelensky parvient à conclure un accord de 10 ans entre l'Ukraine et le Qatar pour une défense mutuelle bénéfique ? Il a déclaré s'être réuni à Doha avec l'émir du Qatar. C'est celui qu'on voit en ce moment, le grand Tamim Ben Hamad Al-Thani, et le Premier ministre également du Qatar, Mohamed Ben Abdurrahman Al-Tamim, qui était aussi présent à la réunion. Et donc, selon le président, ils ont discuté de la façon dont ils peuvent s'entraider pour mieux défendre leur pays. Tous deux ont été victimes des fameux Shahed qui, en Ukraine, s'appellent Yerona ou quelque chose comme ça. Ils ont changé le nom, mais fondamentalement, c'est la même chose. Les Shahed, c'est-à-dire les Shahed, ont frappé très fort dans tout le Moyen-Orient. Maintenant, dans tous les pays, au moins du Golfe, qui ont été victimes de ces Shahed.
Et ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas seulement avoir les armes, mais aussi les stratégies de guerre que possède Zelensky. Eh bien, il y a déjà des Ukrainiens qui vivent actuellement dans ces pays avec suffisamment d'expérience pour conseiller ces pays. On parle déjà de plus de 200 Ukrainiens qui soutiennent les pays du Golfe. Au fait, parmi les fausses nouvelles d'aujourd'hui, vraiment fausses, le porte-parole du corps de la garde nationale islamique d'Iran, eh bien, ils affirmaient avoir neutralisé un système de défense ukrainien dans un pays du Golfe, et cela a été complètement démenti. C'est un mensonge, non? Oui, eh bien, c'est aussi, disons, une partie de ces rapports, de la façon dont ils sont présentés. Un sujet qui attire aussi l'attention, c'est ce qu'a dit le Japon, n'est-ce pas, le Japon, à propos de la question des pétroliers. Écoutons ce qu'ils disent. Parley Shamamoto, merci pour votre temps. J'aimerais poser une question sur la situation en Iran. Le ministre des Affaires étrangères d'Iran, Araghchi, a déclaré lors d'une interview avec Kyoto News. Le 22, l'Iran reconnaîtrait la monnaie des navires liés au Japon et avait entamé des négociations avec le Japon pour une levée temporaire du blocus. Cependant, il a également été rapporté que le ministre Motegi a nié que des négociations aient eu lieu ce même jour. Selon le ministère des Finances, la réserve nationale de pétrole équivalait à 146 jours au 20 mars. Si le Japon n'a pas entamé de négociations avec l'Iran, je considère qu'il devrait commencer les négociations immédiatement. Existe-t-il une possibilité que le Japon mène des négociations avec l'Iran à l'avenir? Si aucune négociation n'a eu lieu, pourriez-vous en expliquer les raisons au public? Merci. Tout d'abord, en ce qui concerne la déclaration faite par l'actuel ministre des Affaires étrangères, M. Araghchi, j'en suis pleinement conscient à l'heure actuelle, mais je ne pense pas qu'il ait fait de déclaration officielle concernant l'ouverture de nouvelles discussions ou consultations avec le Japon. Par conséquent, il y a un malentendu total, et comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, en ce qui concerne la sécurité des navires dans le détroit d'Ormuz, il y a actuellement 3000 navires dans le détroit d'Ormuz, et pour tous les pays, garantir la sécurité des navires dans le détroit est essentiel. Eh bien, assurer la sécurité des navires est un sujet qui est également lié à la sécurité énergétique, et je pense que c'est extrêmement important. Bien sûr, en tant que pays, nous pensons naturellement que nos propres navires sont inclus dans cela. Y a-t-il une autre question? Eh bien, cela fait partie des réactions du Japon sur ce sujet, non. En fait, il n'y a pas encore de négociation. Ce qui a été dit, eh bien, ce sont soudainement des choses ou des commentaires faits par une autre personnalité importante d'Iran. Mais pas Abbas Araghchi lui-même, qui pourrait être celui qui est concerné, car au final, c'est lui le responsable des affaires étrangères. Donc c'est à lui de vraiment confirmer si le Japon peut les transmettre ou non, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire que le Japon ne peut pas les transmettre. Il n'a pas encore cette possibilité, mais ce qui attire l'attention, c'est que le Japon a fait passer 2 pétroliers, pour lesquels il aurait soi-disant payé 2 millions de dollars. Mais ça non plus, on le sait, mais ce n'est pas non plus quelque chose qu'ils peuvent clairement répéter. Pas exactement. Eh bien, ce n'est pas très clair, l'Iran ne dit pas une chose précise, mais ici, le Japon le contredit exactement. Abordons aussi d'autres sujets importants. Eh bien, au Népal, vous vous souvenez des problèmes et des manifestations qu'il y a eu au Népal ? Eh bien, l'ancien Premier ministre, qui aurait réprimé ces manifestations, a déjà été arrêté. La police a arrêté cet ancien ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, pour la répression des manifestations. Cela, vous vous souvenez, contre la génération Z, lors de laquelle 77 personnes ont été déclarées mortes. Ah bon, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, l'ancien Premier ministre du Népal, A.K.P. Sharman Oli, ainsi que l'ancien ministre de l'Intérieur, Ramesh A.A. Dos et Ramesh Lekak, ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés ce samedi matin pour leur implication dans la détention. Et qu'ensuite, ils ont ôté la vie à ces jeunes qui participaient aux manifestations qui avaient commencé. La vague, ils faisaient partie de la vague de la génération Z qui a eu lieu en 2005, c'était du 8 au 9 septembre 2025. Oui, une brève interdiction des réseaux sociaux, mais qui a ensuite encouragé, a plutôt généré des difficultés économiques, parce que maintenant, eh bien, combien d'emplois sont liés à Internet ?
Énormément, vraiment énormément, énormément. Et bon, ces 2 anciens fonctionnaires ont été arrêtés. Ils ont un procès qui va suivre son cours selon la loi. C'est ce qu'a assuré la porte-parole de la police de la vallée de Katmandou, Om Adhikari. Et bon, les arrestations ont eu lieu après que le nouveau Premier ministre Balendra Shah, un rappeur de 33 ans qui d'ailleurs vient de sortir une chanson qui a très bien marché, avant de prendre le pouvoir, car c'était déjà l'un de ses premiers gestes, n'est-ce pas, en tant que Premier ministre? Eh bien, ce pays essaie à nouveau de se comprendre d'un point de vue, disons, plus large, en direction des jeunes. Il est également très frappant, en effet, qu'il y ait une action contre cette répression. Je trouve cela important, parce qu'au final, très souvent, ces dirigeants restent impunis et ensuite répriment la population. Et ensuite, il y a toujours de nouveaux politiciens qui arrivent et ils ne font rien, c'est-à-dire ils n'arrêtent rien. Et maintenant, eh bien, il ne s'est même pas écoulé une semaine et déjà les premiers mouvements ont lieu. Ils sont déjà arrêtés. Eh bien, le secrétariat de la Marine au Mexique aurait déjà montré ce qui s'est passé avec ces 2 embarcations qui se dirigeaient envers Cuba, qui, eh bien, étaient l'un est porté disparu, n'est-ce pas? L'une s'appelle Friendship et l'autre Tiger Moth, et les 2 battent pavillon polonais. Oui, chose curieuse aussi, et selon l'institution, eh bien, ils les ont déjà retrouvés. Un avion. D'ailleurs, un avion de la marine a survolé toute la zone des Caraïbes jusqu'à les retrouver. Ils ont été localisés à 80 000 nautiques au nord-est de la Havane, à Cuba, selon les rapports, au nord-est, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà très proches. Regardez, voici la carte, regardez, là c'est l'image. Ce sont 2 catamarans, d'après les rapports. Là, il y en a un et, bon, là ils sont tous les 2, regardez, ils sont ensemble, on les voit ensemble. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Le détail n'est pas encore très clair, mais au moins ils ont déjà été retrouvés, ils sont là, ils sont là. Oui, enfin oui, c'est vrai que ça attire beaucoup l'attention, cette affaire, cette réussite. Voici la zone, regardez, c'est au nord-est, donc tout près de Cuba, et au nord, non. Enfin, au nord-est. Oui, ça attire l'attention, c'est près de la Havane. Que s'est-il passé là-bas? Pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Ou alors, il y a plusieurs questions, plusieurs sujets qu'il faut se poser en ce moment, mais bon, ça fait aussi partie de ce qui est rapporté. Au moins, les embarcations sont déjà là. Nous allons donc vous informer plus en détail sur ce que l'on sait à propos de ce sujet. Et aussi, eh bien, une autre image, n'est-ce pas? Maintenant que nous évoquons la réunion de Sélésie avec ses dirigeants du Moyen-Orient, des images commencent déjà à circuler à ce sujet, n'est-ce pas? Oui, celui-ci vient des Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis, n'est-ce pas? Oui, il est là. Là, c'est ce moment qu'il est en train de vivre. Il est aussi là, mince. Je crois que c'était celui de la Défense qui était à côté, ou celui des Affaires étrangères. C'était celui des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Oui. Le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine? Oui, le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine. Ah oui, il est là. Eh bien, ce sont des réunions qui vont apporter un tournant très important pour l'Ukraine, parce qu'au final, c'est une alliance. Il y a en ce moment 3 grandes alliances qui sont en train de reconfigurer le monde, 3 grandes alliances, mais il semble que l'Ukraine s'entende bien avec 2 de ces grandes alliances. Nous faisons une émission spéciale. Aujourd'hui, il y aura un direct avec un spécial sur les 3 grandes alliances, et une 4e, qui en fait sont en train de changer le monde dans un nouvel ordre. Vraiment non, et cela s'accélère de façon impressionnante. Ce sont les 3 grandes alliances, plus une 4e qui est un peu un mélange. Et aussi, en même temps, nous allons discuter de pourquoi ces 3 alliances d'États sont en train de changer le monde. Mais en même temps, certaines de ces alliances dépendent les unes des autres. C'est-à-dire, un monde différent arrive. Ce n'est pas comme la vision qu'on a parfois où tout est noir ou blanc. Pas du tout. Ils sont tous ennemis. En partie oui, en partie non. Bon, on va en parler dans un autre live qu'on est en train de vous préparer, mais bon, passons à d'autres sujets. Parce qu'on essaye déjà de revenir à la normale dans ces avions, dans ces aéroports des États-Unis. Puisque Donald Trump a signé la possibilité de pouvoir payer tous ceux de la TSA. Le fait est que, bon, il compte revenir à la normale dans un certain temps, non. Oui, exactement la normalité, même s'ils ont déjà été payés. Eh bien, cela peut prendre entre 2 jours et 2 semaines pour que le mouvement normal reprenne. C'est parce que les fonds n'arrivent pas en même temps pour tout le monde. C'est comme un paiement qui leur parvient petit à petit. Et, eh bien, selon ce qu'affirment les experts et les autorités, ils assurent que, eh bien, la reprise va être un peu lente.
Oui, cela va vraiment apaiser le chaos actuel, surtout pendant les vacances de printemps, déjà aux États-Unis. Et le département de la sécurité intérieure a confirmé à la chaîne américaine d'information CBS que, sur instruction présidentielle, l'Agence fédérale de sécurité aéroportuaire, la TSA, a commencé ce processus de paiement immédiat à son personnel. D'ailleurs, ils ont eu la possibilité de séparer cette catégorie qui concerne les aéroports, la TSA, et il allait y avoir un budget séparé qui devait être approuvé immédiatement, mais les républicains ou le président, je ne me souviens plus qui, n'ont pas voulu le séparer. Ils l'utilisent essentiellement comme un otage pour forcer les démocrates à accepter ce que demande l'ICE. Oui, bon, eh bien c'est un sujet qui, honnêtement, je ne pense pas qu'il passera. C'est-à-dire, ils veulent forcer la continuation du financement de l'ICE avec ce budget énorme. Au fait, ils montrent aussi cette image. C'est un moment vraiment incroyable. Ça se passe là-bas, en Hongrie. Vous vous souvenez de Viktor Orban. Viktor Orban est en campagne, avec de moins en moins de soutien. C'est un meeting de Viktor Orban. Écoutez comment son propre peuple l'accueille. Viktor Orban. Vous avez des Ukrainiens et il n'y a pas les maigres. L'Ukraine, vous voulez le gouvernement et vous voulez prendre le bon. Il commence à s'énerver contre son propre peuple. Il s'énerve, il explose et commence à leur crier dessus. Est-ce que vous voulez défendre l'Ukraine et je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien. Et tout le monde, idiot, idiot. Et ensuite, regardez, revenez. Bon, il leur est arrivé ça. Ça s'est très mal passé avec leur propre population. Normalement, là-bas, ils amènent des gens mobilisés. Disons que ça n'a pas marché, ils se sont retournés contre lui. Et tant mieux, Trump a soutenu sa campagne de toutes ses forces, eh bien, il doit aussi être le président polonais. Pardon, c'est que Trump continue d'agir de la manière la plus pro-russe possible. Mais le Kremlin, ce n'est pas terrible. C'est comme avoir un porte-parole du Kremlin à la Maison-Blanche. C'est hallucinant la façon dont il agit, et c'est aussi hallucinant ce que c'est. Il y a si peu d'intérêt du public américain pour l'international que les Américains ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Ils ne comprennent pas comment cela se produit. Où ils entendent, ils soutiennent un certain Viktor Orban. Ils n'ont aucune idée que Viktor Orban est un personnage très lié au Kremlin, et ce sont ces personnages que Trump défend, des personnages qui sont liés. Hier, on voyait des membres de la Douma, c'est-à-dire des députés russes, entrer au Capitole des États-Unis, au Congrès des États-Unis. Alors qu'il est prouvé que les Russes transmettent des renseignements pour éliminer des soldats américains, on leur ouvre encore la porte. C'est-à-dire, au lieu de ça, inviter des députés du Canada, inviter des députés du Mexique. En tout cas, non. Ne commence pas à inviter ceux qui cherchent littéralement à te détruire. Non, exactement. C'est un manque de respect envers les soldats morts, et eux, ils avaient accepté, non? Ce renseignement te l'assurait? Oui, eh bien, s'ils leur ont donné des renseignements, mais ce n'est pas important parce que ça ne nous affecte pas. Ça ne t'a pas affecté? Tu as 13 bases dans les golfs qui ne servent à rien. En ce moment, ça t'a affecté. Et donc, aujourd'hui, je disais, est-ce que le président de la Pologne ou le Premier ministre est sorti pour dire, eh bien, un soutien, Orban est un soutien au Kremlin non, comme ça aussi? Oui, eh bien oui, définitivement. Une autre chose qui attire l'attention, c'est cette image. Ceci, eh bien, ce qu'ils ont montré, c'est un groupe de Druzes qui ont défendu les chrétiens là-bas en Syrie. Selon les rapports, à Soueïda, au sud de la Syrie, les Druzes se sont rassemblés devant une église, portant des croix et scandant des slogans en solidarité avec les chrétiens. Attaqués par des foules islamistes, soutenus, selon les rapports, par des groupes radicaux. Oui, hier, nous vous avons montré une image de l'arrivée à moto de certaines de ces personnes qui essaient de menacer la communauté chrétienne et frapper les commerces, etc. Eh bien, ce sont des choses qui n'ont pas encore pu être éliminées là-bas, à cet endroit. Oui, les Druzes lui disent pour leur souhaiter la bienvenue, qu'ils les accueillent et que c'est une zone sûre. C'est vraiment un sujet difficile. Bon, passons maintenant à un autre sujet, à une autre mise à jour de ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de nous accompagner.
Nous continuerons à mettre à jour en direct l'actualité, puis ce soir, nous passerons aux commentaires pour discuter calmement des films et de l'actualité, uniquement des films. Rien d'autre. Passons à un autre sujet. Rappelez-vous que nous sommes en... Nous sommes sur Telegram, sur WhatsApp, nous sommes aussi sur Facebook, X et Insta. Super, une accolade. À bientôt.